Allons-y. Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième webinaire de la communauté Machine 5.0 que j'anime dans le cadre des dispositifs régionaux, parcours transformant d'un côté, conseils subventionnés à destination de tout type d'entreprise, et Grand Est Transformation de l'autre, qui a un focus sur les offreurs de solutions. Je suis ravi donc qu'on aborde le sujet de la conformité machine, qui a été euh, quelques règles, donc micro coupé, questions dans le chat, et puis peut-être une séquence un peu plus ouverte à la fin de la séquence. La séquence est enregistrée et je remercie déjà Mathieu Daumont et tous nos intervenants. Mathieu Daumont, donc société MCO Solutions, référencée dans la cartographie des offreurs de solutions de la région Grand Est. Et donc merci Mathieu, on a organisé la séquence ensemble. Je t'en remercie. Mathieu, je te passe la parole. Avec plaisir. Voilà, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez bien mon écran? On voit bien, oui, merci. Eh bien, c'est parti. Donc, effectivement, un webinaire sur une thématique, relever le défi de la conformité UE, machine. Donc, tu as déjà donné les infos pratiques. Si vous avez des questions, on vous invite à les saisir dans la zone de chat, puisque comme ça, on pourra en prendre 2 à 3 questions après chaque intervention. Donc effectivement, nous avons le plaisir d'animer ce webinaire. On est offreur de solutions depuis maintenant octobre 2023. Notre offre est dédiée à la maîtrise de la conformité et pour laquelle nous agissons en tant que coordinateur de conformité. Alors, nous avons, nous contribuons donc pour nos clients à définir des stratégies qui se matérialisent la plupart du temps à l'élaboration de standards d'entreprise. On contribue à améliorer les compétences, avec, une offre, de différentes formations. On agit en tant qu'assistant à maître d'ouvrage en mobilisant les parties prenantes, en accompagnant les projets et puis également en mettant en œuvre tout ce qu'il est nécessaire, pour, permettre à nos clients de respecter les exigences. Alors si vous souhaitez nous suivre, je vous invite à flasher ce QR code qui vous permettra donc de vous inscrire à notre page LinkedIn MCO Solutions. Pas d'inquiétude si je vous prends un peu de cours, je le remettrai en fin de webinaire. Alors je vais vous présenter les intervenants. Donc moi je suis Mathieu Daumont de MCO Solutions, on va dire maintenant 20 ans d'expérience dans le secteur de l'industrie et 15 dédiés à la maîtrise de la conformité CE. Je suis accompagné par mon partenaire Philippe Lafont, qui est un expert du domaine de la prévention et appliqué également à la conformité CO Machine. On a la chance également d'avoir avec nous Patrick Regnault, qui est directeur général d'une entreprise de fabrication de machines, Feij, basée dans les Ardennes. Nous avons également avec nous Maître Gérard Chemla, du cabinet ACG associé à Reims, avocat. Et également Mathieu Cabrera, d'une société qu'on ne présente plus, la PAV, et qui a comme fonction d'être le référent machine pour la PAV. Donc le programme du jour, pour cette heure à passer ensemble, je ferai un point rapide sur les enjeux des fabricants et des utilisateurs de machines. Nous passerons ensuite la parole à Philippe Lafont, qui nous fera un point sur les différences entre la directive CE Machine et le nouveau règlement européen qui est paru. Nous aurons également, et ça nous a paru important, un retour d'expérience de la part de Patrick Regnault, qui a la particularité d'avoir été un industriel utilisateur de machines et il est devenu fabricant. Avec notre avocat, maître Gérard Chemla, on parlera responsabilité pénale du fabricant et de l'utilisateur. Et nous terminerons donc les interventions avec Mathieu Cabrera
où on lui posera la question, Mathieu, est-ce que le bureau de contrôle est plutôt un conseiller ou un censeur? Enfin, vous aurez la possibilité de tester vos connaissances sur ce sujet, de la conformité CE Machine. On vous a concocté un quiz si vous êtes utilisateur ou un quiz si vous êtes fabricant. Alors, la conformité machine, eh ben, c'est une thématique à multiples facettes, hein. C'est ce qui en fait finalement sa complexité. Et en préparant ce webinaire, on a essayé de dégager quels étaient les principaux enjeux et défis auxquels vous étiez confrontés, aussi bien en tant que fabricant qu'en tant qu'utilisateur. Donc le premier point, c'est effectivement qu'on a affaire à une réglementation complexe et qui nécessite eh ben, une compréhension préalable ensuite à une mise en œuvre technique qui n'est pas toujours aisée à réaliser. La conformité CE Machine, c'est aussi un enjeu de documentation et de traçabilité, donc qui nécessite une organisation dédiée, qu'on soit fabricant ou utilisateur. Et puis, c'est aussi une thématique qui nécessite formation et sensibilisation de l'ensemble des parties prenantes. On a également de la gestion des risques à prendre en considération. Qu'on soit fabricant ou utilisateur, on est forcément impacté par les coûts et les délais que certaines anomalies peuvent engendrer. Dans les enjeux et dans les défis, on retrouve également la partie responsabilité légale et bien entendu des enjeux de compétitivité et de performance, puisque ça peut vite dériver si on est confronté à des problèmes. Donc on le voit que les enjeux et défis sont nombreux. Finalement, quelle est la priorité que l'on doit donner à ces enjeux? Quelles sont les conséquences? C'est ce qu'on va essayer de regarder ensemble pendant cette heure. Et puis, pour les fabricants, comment valoriser le respect de la réglementation issue du savoir-faire en termes de conception? Parce qu'on s'aperçoit qu'effectivement, le marquage chez eux n'est pas suffisant comme gage de respect de cette réglementation et surtout de pouvoir assurer un haut niveau de sécurité. Alors, on va se tourner vers Philippe Lafont. Philippe, quels impacts le règlement UE qui est paru dernièrement aura-t-il sur la définition des responsabilités des opérateurs économiques par rapport à la directive CE? Ben, merci Mathieu de me passer la parole et c'est l'occasion pour moi d'abord de vous saluer et puis de vous dire que je suis ravi de pouvoir prendre la parole sur ce sujet qui, de mon point de vue, est un sujet extrêmement intéressant et beaucoup plus passionnant que ce qu'on a l'habitude d'en croire habituellement. Ce n'est pas du tout un sujet de bureaucratie, c'est beaucoup plus intéressant que ça et c'est pour ça que moi, je suis ravi de pouvoir vous en parler. Alors, je vous propose un rapide panorama comparatif finalement entre le nouveau règlement et puis la directive européenne sur les machines que vous connaissez, puisque vous êtes tous peu ou prou des fabricants de machines. Donc c'est un panorama, c'est celui que je vous propose, qui correspond à la lecture que j'en ai faite. Vous pourrez certainement trouver dans la littérature ou au travers d'autres échanges des points de vue un peu différents. C'est un panorama que je vous propose en 9 points et avec à chaque fois une espèce de conclusion qui pourrait être s'en déduire. Donc effectivement, bah, le premier point, c'est le passage, l'évolution de la publication, on va dire, d'un nouveau règlement hein, qui fait suite à une directive machine. Ce nouveau règlement, bah, il a été publié finalement le 14 juin, donc c'est une réalité, hein, le 14 juin dernier, en 2023, c'est une réalité. Et ce texte, ce nouveau règlement, il est directement applicable. Et ça, c'est la grosse différence qui existe entre un règlement et une directive. Sans doute, Maître Chemla développera ce point.
mais une directive supposée d'être transcrite dans le droit national, alors qu'un règlement s'applique directement par les États. Il s'adresse directement aux États, il n'y a pas besoin d'autres intermédiaires. Du coup, bah, bon, ce point-là, il est intéressant de le noter, mais en fait, c'est pour nous industriels, j'allais dire, pour nous, c'est un point qui correspond à un processus juridique. Voilà, il n'y a pas beaucoup d'autres commentaires à faire là-dessus. Alors, si on passe à la suite, deuxième point d'évolution, ce règlement parle des acteurs qui sont concernés par la conformité machine. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce nouveau règlement liste de façon plus précise un certain nombre d'opérateurs économiques, c'est le terme général ou générique correspondant à ces différents acteurs. Il y a le fabricant, c'est celui qui construit et commercialise, ou voire même qui construit et utilise pour lui-même. Il y a le mandataire. Alors, le mandataire, ben, c'est peut-être un peu une notion à laquelle on n'était pas très habitué, et c'est quelqu'un qui qui va pouvoir agir au nom du fabricant, mais pour certaines tâches, et qui sont des tâches, on va dire, plutôt administratives. Voilà. L'importateur, ben, c'est celui qui met sur le marché de l'Union, et puis le distributeur, ben, il intervient dans la chaîne d'approvisionnement de la machine. Vous pouvez avoir un importateur, par exemple, en Allemagne, et un distributeur en France. Voilà. Bon. Autrement dit, finalement, sur le fond, il n'y a rien de nouveau par rapport à la directive, si ce n'est que les rôles sont précisés. Voilà. Un point intéressant, c'est que, comment dire, il y a un personnage important, il y a un acteur important qui est très peu mentionné par ce règlement, c'est l'utilisateur. Voilà. Alors, une fois qu'on a dit ça, troisième point d'évolution, un point très intéressant et nouveau, c'est la notion de modification substantielle. Voilà. Le règlement met en place cette notion de modification substantielle qui correspond à un certain nombre de critères. Il faut que voilà, ce soit un changement qui soit opéré après la mise en service de la machine. Il faut que cette modification soit un changement non prévu, non planifié. Il faut qu'il y ait un impact sur la sécurité, donc avec un nouveau danger, par exemple, ou un risque accru. Cette modification substantielle suppose d'améliorer, de rehausser le niveau de protection par des nouveaux dispositifs, par des modifications de système de commande ou de résistance mécanique. Bref, voilà, on a affaire à une modification qui ne passe pas inaperçue. Et le point tout à fait intéressant, c'est que la personne qui modifie, personne physique ou morale, qui modifie, a les mêmes obligations que le fabricant, a les mêmes obligations que les obligations du fabricant. Ça, c'est nouveau. Ça clarifie beaucoup de choses. En fait, dans l'esprit, ça existait, ça préexistait dans la directive européenne. Mais le règlement, aujourd'hui, le mentionne clairement. Voilà. Donc, quand, en tant qu'utilisateur, je modifie une machine, ben, je prends la responsabilité du fabricant. Autre point d'évolution, les exigences essentielles de santé et de sécurité, elles sont maintenant spécifiées à l'annexe 3, ce qui était spécifié ailleurs dans la directive. Bon, il y a un certain nombre de caractéristiques qui s'appliquent. Bon, on fait référence aux principes généraux de réduction de risque. Il y a des considérations sur l'ergonomie, sur l'accès. Il y a des considérations sur les interactions homme-machine ou éléments de machine. Il y a des considérations sur la sécurisation informatique. J'y reviendrai après, parce que ça mérite d'être précisé. Mais fondamentalement, ces exigences essentielles de santé et de sécurité
finalement, il n'y a rien de bien nouveau, si ce n'est la partie informatique, que je vais regarder juste après. Donc, ça précise et ça complète la directive. Voilà. Le point d'évolution intéressant derrière, c'est qu'effectivement, d'un point de vue informatique, et je mets ça dans un grand chapitre, disons, ce qui concerne l'informatisation, la robotisation, voilà, notamment les robots collaboratifs sont pris en compte clairement dans le nouveau règlement. Voilà, si je puis dire, on fait de l'espace, voilà, à ces robots collaboratifs, on précise un certain nombre d'exigences en matière de coordination et de partage de l'espace entre l'homme et la machine. On prend en compte les machines qui sont auto-adaptatives. Enfin bref, le règlement fait un premier pas sur l'encadrement des exigences liées à l'automatisation croissante des machines. Donc ça, c'est un point tout à fait intéressant. 6e point d'évolution, on avait déjà la notion de machine dangereuse dans la directive machine, c'était listé à l'annexe 4, à la fameuse annexe 4. Aujourd'hui, c'est reporté dans le règlement, c'est reporté à l'annexe 1, donc il y a un jeu de chaises musicales dans les chapitres du nouveau texte, mais fondamentalement, on va retrouver le même genre d'exigence, c'est-à-dire que ces machines dangereuses, voire très dangereuses, suivent un processus particulier qui est très encadré, pour lequel on va faire appel à des organismes notifiés. Il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est que lorsque on a affaire à une machine qui est listée à l'annexe 1 du règlement et qu'on peut faire valoir en tant que fabricant, le fabricant peut faire valoir qu'il a appliqué des normes harmonisées, le fait de pouvoir l'affirmer va permettre de simplifier le processus finalement de certification de la machine. Voilà. Encore une fois, pour le cas des machines très dangereuses. Parce que, pour ce qui concerne le point suivant, dans le cas des machines standards, bon, qui ne sont pas, donc par définition, qui ne sont pas listées dans une annexe, finalement, c'est la même chose. On passe par du contrôle interne, le fabricant assure par lui-même le contrôle des éléments de sécurité de la machine et de la chaîne ou des chaînes de sécurité de la machine. Voilà, donc en fait, il n'y a pas vraiment de changement par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Voilà, sachant que pour certaines de ces tâches, il va y avoir la possibilité d'une petite délégation à une personne qu'on pourrait qualifier de mandataire. Le 8e point d'évolution qu'on peut mentionner, c'est que voilà, le nouveau règlement tient compte du fait que aujourd'hui, on fonctionne plutôt avec de la documentation numérique. Et donc, clairement, voilà, le règlement mentionne cette possibilité-là. Format par défaut de la documentation en numérique, bon, c'est peut-être un peu excessif. Disons que voilà, il est clairement accepté le fait qu'on produise de la documentation numérique et pas papier. Voilà. Même si l'utilisateur est toujours en droit de demander, sous un certain délai, de la documentation papier. Voilà. Autre point que je qualifierais de formel, de détail, voilà, on passe d'une déclaration qui est jusqu'à présent une déclaration dite CE à une déclaration qui devient une déclaration UE. C'est vraiment un point formel. Voilà. Donc, encore une fois, la conclusion ici, c'est que voilà, le numérique est accepté et est reconnu comme tel. Le dernier point d'évolution, c'est que le règlement voilà, indique un calendrier de transition de la directive vers le règlement. En fait, les étapes qui sont proposées sont des étapes qui concernent essentiellement les États et la Commission européenne
et qui ne nous concerne pas vraiment, nous, industriels. Voilà. Donc, en fait, il y a 2 dates qu'on peut avoir en tête, hein, qu'on peut garder en tête. C'est le 19 juillet 2024, voilà, où le règlement entre effectivement en vigueur, et le 20 janvier 2027, où là, pour le coup, la directive sera abrogée, alors qu'elle est toujours en vigueur aujourd'hui, mais on peut aussi commencer à appliquer le règlement. Voilà, donc c'est un point important. On peut le retenir. Voilà, le règlement, on peut commencer déjà à appliquer le règlement, se mettre en ordre de bataille pour le règlement. La directive, elle, sera définitivement abrogée en 2027. Voilà. Alors, merci Philippe. Alors, tu nous as quand même, pour pouvoir permettre de travailler ces différents sujets, sélectionné des outils de référence. Oui. Je vous invite, comme texte de référence, bon, évidemment, on peut aller trouver facilement le règlement. Donc les adresses seront mentionnées, je crois, sur le chat ou ultérieurement. Vous avez un document très intéressant qui est également public, hein, qui est un comparatif entre le règlement et la directive. C'est un document qui a été produit par une instance qui est plus ou moins dérivée de la Commission européenne. Vous avez aussi des documents très intéressants produits par l'INRS, comme très souvent, avec une analyse des évolutions. Et puis, vous avez des vidéos alors, qui sont un peu longues, hein, parfois c'est 1h30, 2 heures de webinaires qui ont été faits notamment par l'UNM et où là, on entend différents intervenants aller plus loin dans le détail, au-delà d'un simple panorama comme nous le faisons maintenant, qui vont plus loin dans le détail et parfois même de façon très, très détaillée. Voilà. Donc, quelques outils de référence qui peuvent être intéressants pour vous de consulter. Alors, on l'a dit, c'est vrai que l'amélioration des compétences et la connaissance est important pour ce sujet. Oui. Donc, qu'est-ce que tu nous suggères? Pour monter en compétence, il y a évidemment un certain nombre de parcours de formation qui existent et qu'on peut évidemment vous proposer sur la gestion de la conformité, sur les fondamentaux, sur la collaboration et sur, disons, on va dire, tout ce qui est lié à l'informatisation et l'automatisation des machines, y compris l'intelligence artificielle. Voilà, donc on est aussi en mesure de répondre à vos attentes en matière de montée en compétences je dirais, dans un certain nombre de compartiments du jeu. Voilà, sachant que c'est certainement une nécessité. C'est certainement une nécessité. Encore une fois, ce sujet, ça a été rappelé en introduction, ce sujet est souvent vu comme un sujet rébarbatif, un peu procédurier et bureaucratique, et en fait, c'est beaucoup plus intéressant que ça. Eh bien, merci Philippe. Est-ce qu'on a une ou deux questions? Puisque oui, il est déjà 11h24 si on veut pas trop dériver de notre timing. Est-ce que Guillaume, il y a des questions dans le chat? Pas dans le chat, mais je vois que Christophe Moignet lève la main. Oui, bonjour à tous, Christophe Moignet, Ouais, directeur régional du groupe Siemens pour la branche industrie. Alors merci pour ces premiers éléments de présentation. Une première remarque, le chat apparemment ne peut pas écrire dedans, Guillaume. C'est embêtant. Voilà, bon. Voilà, donc je Ok. précise, bon, c'est pas pour ça que je levais la main, j'ai réellement une question derrière ça. Vous précisez qu'en cas de modification de la machine, je vais dire la responsabilité de celui qui a fait la modification vient en remplacement de la responsabilité du fabricant. Quand vous parlez de modification, vous entendez modification matérielle et ou fonctionnelle? Alors, soyons clairs. D'abord, j'ai parlé les termes précis du règlement. C'est celui qui fait la modification a les mêmes exigences que celles du fabricant.
Vous voyez, je n'ai pas parlé tout à fait de responsabilité au sens de responsabilité légale, hein. Et je pense que Maître Chemla y reviendra, premièrement. Deuxièmement, une modification substantielle telle que c'est défini dans le règlement ne fait pas cette distinction entre matériel ou logiciel, par exemple, hein. À partir du moment où il y a un risque accru, et c'est ça le point fondamental qu'on retrouve partout d'ailleurs, y compris aujourd'hui dans la directive, c'est la notion de risque. À partir du moment où le niveau de risque est accru, et que ce soit pour des raisons logicielles ou matérielles, on ne peut pas faire autrement que le prendre en compte et le traiter, et donc D'accord. de faire évoluer la machine. Voilà. Ok, Et donc donc c'est ça, quand même qu'il y a un changement de risque, donc quelque part un changement de fonctionnalité. Oui, ça alors peut, peut-être que Mathieu Cabrera veut faire une précision. Je remets mon micro et la caméra. Effectivement, aujourd'hui, la notion de modification substantielle, elle existe, elle est définie dans le guide bleu. En France, on avait un guide technique relatif aux modifications de machines à service qui avait été publié par la DGT et sur laquelle, finalement, toute la responsabilité de la modification se reportait sur l'utilisateur. On partait du principe que la machine, elle était mise sur le marché, elle était conforme ou conforme à la réglementation applicable. Donc pour les machines CE, elle était conforme à une directive, et que toute la partie non modifiée restait applicable au fabricant, et que la partie modifiée était applicable, était de la responsabilité de l'utilisateur. Aujourd'hui, au travers du guide bleu, de l'interprétation qui a été faite, qui est un document de la Commission européenne qui gère la partie, excusez-moi, application des directives économiques, il y a cette notion de modification substantielle. Donc, si vous changez la fonction, si vous rajoutez une fonction, une fonctionnalité à votre machine qui va générer de risques nouveaux, qui n'ont donc pas été pris en compte à la conception, effectivement, ce sera de la responsabilité de l'utilisateur et il sera considéré comme fabricant d'une nouvelle machine. Donc, en termes de responsabilité, l'engagement en termes de responsabilité est plus important. Néanmoins, aujourd'hui, la notion à partir de quand on considère qu'on a fait une modification substantielle, même si elle est définie dans le nouveau règlement, est sujet à interprétation et à discussion. Les pays scandinaves, les pays germaniques, les pays latins n'ont pas forcément la même interprétation. Et il y a des discussions au sein de la Commission européenne, notamment au travers d'un document qui s'appelle le guide d'interprétation, qui n'est pas encore publié et qu'on attend tous avec impatience, notamment les organismes de contrôle, pour avoir plus de clarification sur ce point. Merci pour ces précisions, Mathieu. On va passer à l'intervenant suivant, avec donc le témoignage de Patrick Regnault. Donc Patrick, 20 ans d'expérience en industrialisation, sur les 30 passés chez un équipementier automobile, et une nouvelle mission un peu plus récemment, puisque ça fait 2 ans que tu es directeur général d'une entreprise de fabrication de machines qui s'appelle Feige, qui est basée à Vouziers dans les Ardennes. Alors, on te remercie beaucoup de t'être rendu disponible pour ce webinaire, parce qu'en fait, ce qui nous intéressait, c'est ta double vision que tu peux avoir, une vision en tant qu'utilisateur et une vision en tant que fabricant. Et donc, moi, la première question que je voulais te poser, Patrick, c'est quelles leçons clés en termes de conformité machine retiens-tu de ton expérience en tant qu'utilisateur, et comment cela a-t-il façonné ton approche en tant que fabricant? Très bien. Bonjour à tous. Pour commencer, effectivement, j'ai entre guillemets, cette expérience à la fois d'avoir été d'un côté du miroir puis de l'autre depuis maintenant 2 ans. En fait, en termes d'expérience dans la gestion des machines, dans cette expérience chez Trèves, en tant qu'on va dire spécificateur, donc rédacteur de cahier des charges, puis ensuite derrière d'encadrement de personnes pour gérer l'industrialisation de ces équipements. La conformité machine se limitait quand même
assez souvent à mentionner dans un cahier des charges fonctionnelles et techniques la gestion de la sécurité, donc les sécurités physiques, les chaînes d'arrêt d'urgence, les barrières immatérielles, enfin, vous voyez, tout ce qui est lié à la technique, on va dire, la vision technique de la sécurité et de la conformité machine. Et je dirais, on travaillait aussi à l'époque avec un bureau de contrôle. On avait un contrat avec la PAV, qui gérait par ailleurs, la PAV de Reims, qui gérait par ailleurs la conformité des bâtiments. Donc, en fait, l'expertise conformité, elle était clairement pas chez nous, elle était dans le personnel de la PAV. Donc, comment on a géré les choses sur quelques affaires très spécifiques, sur des équipements nouveaux et des process nouveaux. On a fait intervenir à PAV sur des phases très amont des projets, donc en phase étude, parce que c'est toujours plus facile de modifier une machine qui est sur plan ou sur schéma ou sur CAO que de la modifier pour la rendre conforme une fois qu'elle est dans l'atelier. Et en fait, on travaillait également en termes de partenariat avec des fabricants de machines à l'époque qui, je dois bien l'admettre, méconnaissaient pour la plupart la directive, en tout cas pas dans le niveau où on peut la connaître aujourd'hui. Donc en gros, pour résumer, on se basait beaucoup sur les bureaux de contrôle, voilà, et pas uniquement chez Trèves. Après, en termes d'expérience, je dirais, dans mes dernières expériences, ce que j'ai pu retenir en travaillant notamment avec Mathieu Daumont et Philippe Lafont, qui sont intervenus chez nous pour faire une formation, alors pas seulement au personnel technique, aux intervenants techniques, donc au personnel indus, même aux gens de travaux neufs dans les usines, mais également aux personnes des achats. On a fait ces formations, on a travailler sur la meilleure façon d'intégrer la conformité machine dès le départ, dès les spécifications. Pendant toute la phase de suivi également des fabricants de machines. Donc, on travaillait avec des fabricants de différentes tailles, des tailles élevées, donc des gros intégrateurs de machines en Allemagne ou en Italie, mais également des plus petits. Et parfois, on se rend compte d'ailleurs que la connaissance de la directive, elle est pas nécessairement liée à la taille de l'entreprise. C'est ça qui est assez marrant. Et puis donc en dernier, donc pendant cette dernière expérience, il y a eu la mise en place de cette démarche qui est basée beaucoup sur l'analyse des risques à la fois de l'équipement, mais le process, parce qu'on partait du process. On faisait l'analyse fonctionnelle de ce process, où on la mettait à jour, parce que souvent, on n'invente pas de nouveaux process tous les jours, heureusement. Et puis, l'analyse des risques était vraiment centrale dans ma dernière expérience, quand je suis parti il y a 2 ans maintenant, vraiment centrale dans la façon de dérouler ensuite la suite, en gros, pour que on ne vienne pas, entre guillemets, mettre des pansements sur des jambes de bois une fois qu'on avait l'équipement, vraiment l'anticiper le plus tôt possible. Voilà. Tout en s'appuyant encore une fois sur la partie conseil des bureaux de contrôle. Voilà. Alors très bien, alors du coup, cette expérience acquise en tant qu'utilisateur, comment elle influence aujourd'hui ta perspective sur la sécurité et sur la conformité des machines que, avec l'ensemble de ton équipe, tu fabriques? Aujourd'hui, en fait, cette vision, cette démarche, puisque l'automobile, c'est très processé, aujourd'hui, conçoit et fabrique des équipements pour l'industrie agroalimentaire, donc tout ce qui est lié à la fin de ligne, des palettiseurs, des machines d'enclayage, déclayage, tout ce qui est transitique, des convoyeurs. Enfin, voilà, là-dedans, on intègre de la robotique, donc on a nécessairement des machines classées dangereuses, on va dire. Et en fait, on a défini une démarche, pardon, qui part, entre guillemets, une fois que l'affaire est conclue, une fois qu'on a obtenu l'affaire, et à partir d'une offre, mais qui s'appuie sur un document technique qui décrit nos solutions, à la fois fonctionnellement et techniquement, eh bien, on fait une réunion de lancement. Et puis, cette réunion de lancement, on affecte des ressources. Et en fait, la première chose que l'on fait avant de concevoir l'équipement, parce que notre business chez Fesch, c'est de faire du spécifique beaucoup, et d'être très proche des besoins des clients, eh bien, la première chose qu'on fait avant de dessiner quoi que ce soit, c'est de faire l'analyse fonctionnelle. C'est-à-dire, on définit comment la machine doit travailler,
dans tous ces modes. Le mode normal, qui est celui le plus commun et que les clients décrivent le mieux, mais également tous les modes, le mode réglage, le mode changement d'outils, le mode maintenance, etc., qui sont en fait des cycles de vie différents des équipements. Et en fait, à partir de cette analyse fonctionnelle, on fait l'analyse de risque qui va être centrale et qui va être partagée par toutes les équipes et toutes les forces vives de FEJ, qui sont le bureau d'études mécaniques, le bureau d'études électriques, les automaticiens, et même derrière les gens qui font le montage, parce qu'on a également des risques au moment où on fait le montage, on fait la mise en route des équipements. C'est une phase qui est dangereuse pour nous en tant que constructeurs. Là, le moment où les choses commencent à s'animer, il y a aussi quelque part des risques. Donc, l'analyse des risques est centrale. C'est un document qui vit du début à la fin. De cette analyse de risque et de l'analyse fonctionnelle découlent des choix techniques et pas l'inverse. Voilà, on a essayé de remettre les choses dans le bon ordre. Voilà. Et en fait, cette analyse de risque conduit à supprimer les risques et tous les risques résiduels qu'on peut avoir, parce qu'il peut toujours y en rester quelques-uns, qu'on minimise, on les mentionne clairement dans la documentation de l'équipement, on les identifie sur la machine avec des pictogrammes qui sont les risques de brûlure, les risques de pincement, etc. Parce que voilà, et puis on a une parfaite information du client, puisque derrière, c'est moi qui signe les déclarations de conformité CE, UE dans le futur. Voilà. Bien sûr. Alors, tu avais aussi un exemple. Un exemple qui était en lien avec la question précédente sur des modifications. Absolument. Alors, je dois bien reconnaître qu'en tant que client spécificateur, le point qu'a abordé Philippe tout à l'heure sur le fait que modifier une machine pour un utilisateur en donne de facto le statut de fabricant et donc implique des responsabilités pour l'utilisateur. Ça, c'est honnêtement quelque chose que vous m'avez appris quand on a travaillé ensemble chez Trèves. Et donc aujourd'hui, c'est des choses sur lesquelles moi, en tant que maintenant fabricant de machines, je communique à nos clients parce que parfois les clients nous demandent de modifier les machines des autres. Donc ça, c'est clairement des choses. Quand on voit ça sous le prisme technique, on se dit c'est pas très grave, c'est facile à faire, ou on maîtrise, on a les compétences. Mais en fait, quand on fait ça, on endosse les responsabilités, et c'est des choses que j'ai clairement expliquées à mes collaborateurs ici chez FEJ. Donc, pour illustrer ça, effectivement, une de mes dernières expériences compliquée mais enrichissante malgré tout chez Trèves, c'était une machine ligne très spécifique qu'on a commandée en Chine. Donc les Chinois font des belles choses, hein, il ne faut certainement pas les sous-estimer, mais là, ils avaient clairement sous-estimé un certain nombre de choses, à la fois sur le plan fonctionnel et sur le plan sécurité. On s'est appuyé sur l'APAV pour la conformité, on a mis au point un certain nombre de choses, modifié, mis au point un certain nombre de choses avec le support de l'APAV. Mais malgré tout, ça veut dire qu'on a endossé la responsabilité de faire ces modifications, puisqu'en fait, on les a faites pour fiabiliser l'équipement, mais dans le détail, on en a pris quelque part la responsabilité, a posteriori. Voilà, sans parler de tout le côté folklorique des choses, où finalement, ils ont une autre approche de la sécurité. On ne parle pas le même langage, clairement. Voilà. On ne parle pas le même langage. Et puis, ce n'est pas parce qu'ils vous signent un certain nombre de documents que quelque part, ça les engage à quoi que ce soit. Parce que culturellement, c'est vraiment autre chose. Voilà. Très bien, merci Patrick pour ce témoignage. Il y a peut-être une question à poser. Alors, j'ai une question sur la séquence d'avant peut-être, qui était: une machine commercialisée en 2023 sera-t-elle encore utilisable en février 2027 suite à l'application du règlement? On va demander à Mathieu Cabrera de répondre à cette question. Oui. Oui, une machine qui a été commercialisée en 2023 sera toujours utilisable en 2027 et ne nécessitera pas de remise en conformité. Ce qui est mis sur le marché à l'instant T est conforme à la réglementation actuelle, car même si le règlement est publié, ces dispositions relatives à la conception ne seront applicables qu'en 2027. Donc aujourd'hui, toute machine qui est mise sur le marché, elle doit être conforme à la directive 2006/42/CE qui est applicable
encore applicable aujourd'hui, encore pertinente. Et en 2027, vous pourrez continuer à utiliser vos machines sans obligation de remise en conformité au titre du nouveau règlement. Merci Mathieu. Est-ce qu'il y a une question pour Patrick? Bon, pas forcément de questions. Donc, on va pouvoir passer à... Ajouter, Mathieu, juste pour conclure, Oui. ma partie, on va dire, c'est que l'anticipation, c'est primordial. Maintenant, en tant que fabricant de machines, d'anticiper les choses et s'entourer de professionnels compétents parce qu'effectivement, c'est pas toujours très simple. Voilà. Merci Patrick pour ces précisions. Donc là, on arrive au troisième intervenant concernant la responsabilité pénale des opérateurs économiques. Maître Gérard Chemla nous fait l'amitié d'être parmi nous. Je le prends très rapidement. 44 ans d'expérience en tant que spécialiste du droit du travail et du droit pénal. Il a la particularité aussi d'avoir défendu, il me semble, des chefs d'entreprise sur des dossiers liés à des accidents de machines. Donc, il va nous apporter une vision sur le rôle et la responsabilité de chaque opérateur économique, plus de l'utilisateur. Mais avant ça, voilà. Donc, Gérard, directif, règlement, finalement, qu'est-ce qui change? Bonjour à tous. Moi, je considère que le règlement, c'est une vraie chance pour les fabricants. Parce que la directive, elle est transposée et on sait que certains pays, dont la France, ont une tendance à surtransposer, alors que le règlement est d'application immédiate et donc il unifie la réglementation dans toute l'Europe, ce qui va permettre d'éviter des distorsions de concurrence, même si on n'est pas sûr que les surtranspositions qui ont déjà été faites disparaissent avec le règlement, puisque en France, on a un peu tendance à accumuler les couches. L'objectif du règlement, comme celui de la directive, reste la garantie de conformité de la machine, et la notion de la conformité, c'est surtout une notion de sécurité, puisque le but, directive-règlement, droit du travail, le but, c'est que l'utilisateur de la machine ne soit pas mis en danger par le recours à la machine. Merci. Oui, je t'en prie. Tu veux compléter? Oui. Non, mais tu peux passer à la slide suivante. Très bien. Donc, moi, ce que je voulais te demander, donc, cette évolution donc, réglementaire, comment elle affecte la responsabilité pénale des opérateurs économiques dans le domaine de la conformité machine? Alors, moi, l'expérience que j'ai sur la responsabilité des opérateurs économiques, c'est quelque chose qui renvoie aux questions qui ont été posées. C'est-à-dire qu'on a essentiellement des poursuites contre les chefs d'entreprise utilisatrices. Pourquoi? Parce que l'utilisateur va très systématiquement adapter la machine à son environnement, soit parce que les choses évoluent, soit parce que il n'a pas recouru à une installation clé en main, ou alors l'installation clé en main a été faite et elle n'était pas suffisamment opérationnelle, et donc petit à petit on va changer les choses, et souvent on va aboutir à ce moment-là à un fonctionnement dégradé, en tous les cas un fonctionnement différent de la conception. C'est là où se produisent les accidents, et c'est l'essentiel des poursuites, puisqu'il y a beaucoup plus de poursuites pour des accidents du travail que pour des problèmes de conformité machine. Les problèmes de conformité occasionnent des poursuites aujourd'hui, mais elles sont relativement rares. Elles apparaissent souvent au détour d'un accident. Celui qui met sur le marché la machine, parlons du fabricant. Le fabricant, il a une obligation de conformité. Elle est présumée pour l'utilisateur, l'acquéreur ou le distributeur. Elle est présumée résulter de la position de la conformité CE ou demain de la conformité UE. Le fabricant, il est responsable de ce qu'il met sur le marché. Le fait qu'il ait eu recours à un sous-traitant peut engager en concurrence, en complément, celle du sous-traitant si le sous-traitant n'a pas fait les choses de façon complète, mais c'est bien le fabricant
qui est responsable de ce qu'il met sur le marché. L'importateur, pour moi, c'est celui qui a certainement, l'importateur, je dirais aussi le distributeur, c'est celui qui a le rôle le plus dangereux, parce qu'on peut considérer que le fabricant connaît sa machine et donc est en mesure d'en apprécier les risques. L'importateur, surtout l'importateur qui va amener une machine sur un État de l'Union en provenance d'un État tiers, n'aura pas nécessairement la compétence ou la connaissance, en tout cas il doit l'avoir, pour faire l'évaluation des risques et s'assurer de la conformité. Et c'est là où il prend un risque puisqu'il ne connaît peut-être pas suffisamment la machine. En plus, il y a une deuxième difficulté pour l'importateur et pour le distributeur. Je vais les traiter d'une même façon, c'est qu'ils doivent tenir compte des retours clients. C'est-à-dire que l'importateur ou le distributeur, quand il apprend que les utilisateurs ont des difficultés avec la conformité de la machine qui ne seraient pas apparues au moment de l'entrée sur le marché, il doit en référer au fabricant et il doit arrêter de commercialiser la machine. Donc sinon, c'est responsabilité technique, donc il vérifie le marquage CE, il transmet la documentation technique, la notice d'instruction. Je l'ai dit, il alerte et informe le fabricant sur les dysfonctionnements ainsi que les autorités. Et il doit tenir aussi à disposition des autorités les déclarations et les documents techniques, y compris les codes informatiques, si c'est nécessaire. Donc le mandataire, c'est quelqu'un qui est désigné en principe par le fabricant pour assurer une représentation légale dans un des pays de l'Union. Il est donc une courroie de transmission dans les deux sens. Il communique avec les autorités, il assure l'accessibilité à la documentation et il collabore avec le fabricant. Le distributeur, on est dans un rôle qui ressemble à celui de l'importateur, même s'il est moins important, puisque en principe, le distributeur, il a au-dessus de lui un fabricant qui est censé avoir fait des vérifications de marquage. Par contre, il doit être extrêmement attentif à ce qui lui remonte du terrain et en alerter l'ensemble de l'écosystème, fabricant et autorité. Alors, un dernier point, effectivement, sur l'utilisateur que tu as précisé en introduction. Oui, l'utilisateur, c'est celui qui est le plus en risque. C'est-à-dire que si j'avais un conseil à donner à un utilisateur, c'est surtout de ne pas modifier la machine, autrement dit, de l'acheter clé en main, avec la responsabilité du fabricant qui doit aller jusqu'au bout, mais même quand il achète la machine clé en main, c'est sur lui que pèse l'obligation qui est prévue par le Code du travail, qui est de ne pas exposer ses salariés à des situations de travail dangereuses. Donc, il va avoir une présomption de conformité parce qu'il a la certification qui lui est donnée par le fabricant, par le distributeur. S'il commence dans la mise en œuvre à modifier la machine, il devient clairement fabricant. Ça ne veut pas dire qu'il efface la responsabilité du fabricant. Il va la partager et il va l'effacer sur les points qu'il a modifiés. Les problèmes qu'on rencontre le plus souvent, c'est des questions qui sont des questions liées à la maintenance, c'est-à-dire l'inhibition de systèmes de sécurité qui compliquent l'entrée dans la machine et que les équipes vont inhiber parce que c'est plus simple, ce que l'utilisateur ne va pas constater, et donc on a un accident qui se produit comme ça. Il est évident que c'est le premier niveau de danger pour le professionnel. Ça veut dire que même s'il n'a pas modifié, s'il a simplement mis en œuvre, il prend un risque. Il va modifier des capteurs, il va modifier des systèmes d'approche. Il doit réfléchir à l'évaluation des risques, s'interroger sur les modifications de sécurité que ça représente et se demander si sa machine est devenue plus dangereuse. Et si elle est devenue plus dangereuse, il devient, c'est ça la modification substantielle, il devient à ce moment-là fabricant lui-même. Il doit aussi être vigilant
et là, ça répond à la question que vous avez posée tout à l'heure sur les machines conformes en 2023, seront-elles conformes en 2027? Elles sont réputées conformes. Maintenant, si on s'aperçoit qu'un système de sécurité nouveau est diffusé sur le marché, qui est de nature à faire face à un risque connu de la machine, à ce moment-là, l'utilisateur va devoir réfléchir à la mise en conformité, à la mise aux normes, en fait, à la progression de la machine. Et donc, une machine est normalement conforme le jour où elle est vendue, mais elle doit être tenue en conformité par l'utilisateur ou par le mainteneur au fur et à mesure de la vie de la machine. Et là, on va se référer finalement à des règles de l'art ou à des pratiques du métier. Alors du coup, cher maître, règlement, code du travail, comment on s'y retrouve? On ne s'y retrouve pas, ça s'ajoute. C'est le millefeuille qu'on connaît habituellement. Le règlement, c'est le règlement qui dit la machine doit être sécure. Le code du travail dit vous ne devez pas mettre en service ou utiliser des équipements de travail et des moyens de protection qui ne répondent pas aux règles techniques de conception. Mais en fait, globalement, on dit surtout à l'employeur, vous êtes tenu à une obligation de sécurité, c'est une obligation de moyens renforcés, voire une obligation de résultat. Vous devez donc tout mettre en œuvre pour vous assurer que vous n'exposez pas vos personnels. Donc on a finalement 3 éléments. Une vérification de la conformité apparente. Ça, c'est le tampon CE. Un document d'évaluation des risques qui doit être sérieusement construit, autrement dit, qui doit aborder les risques qu'on peut imaginer ou qu'on a constatés avec la machine, avec, vous savez, les mises à jour régulières du document d'évaluation des risques. Et il peut y avoir aussi des vérifications de conformité faites par des tiers, parce qu'elles ont un avantage, ces vérifications de conformité, c'est que finalement, elles permettent de se reposer derrière le tiers spécialiste en montrant qu'on a fait vérifier son parc et en dérivant sur le professionnel cette responsabilité à partir du moment où on n'a pas connaissance soi-même d'un problème qui aurait échappé à tout le monde, mais qu'on aurait pu constater dans la vie de la machine et qu'on n'aurait pas résolu. Typiquement, vous avez un accident, l'enquête de l'inspection du travail, le collègue qui dit oui mais ça fait des mois qu'on le dit que c'est dangereux et que là à ce moment-là il se passe telle chose et personne ne nous écoute, eh bien ça vous pouvez avoir fait toutes les vérifications que vous voulez, ça doit être dans votre document d'évaluation des risques et si ça n'y est pas et si vous n'avez pas fait face au risque, vous engagez votre responsabilité qui est une responsabilité pénale. Un, la responsabilité en termes de non-conformité, qui est une sanction, enfin, qui est une infraction autonome, et deux, les poursuites pour blessure ou homicide involontaire dans le cadre du travail. C'est ce que connaissent les tribunaux tous les jours, c'est-à-dire qu'après l'accident, on a quand même toujours un responsable à trouver. On le trouve assez facilement et c'est très généralement l'entreprise utilisatrice. Donc c'est ce qu'on a mis dans le slide. Les amendes, c'est les amendes sur la non-conformité, machine, quasi-machine. Dommage d'intérêt, c'est le préjudice qu'on va créer aux salariés. Bon, là-dessus, on a les règles de droit du travail avec les fautes inexcusables. Et puis, il y a des sanctions qui sont également possibles pour celui qui a fait la distribution. Vous avez aussi la sanction pénale dont je parlais tout à l'heure, s'il y a un accident, sur les conséquences de l'accident. On doit aussi, bien évidemment, condamner la machine, mais ça, les inspections du travail le font. Elles mettent la machine sous scellé. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'après un accident, on réserve la machine, interdiction de l'utiliser, et on impose au chef d'entreprise de trouver une solution. Et plus vite il va trouver la solution, et plus simple sera la solution, et plus importante sera ultérieurement sa responsabilité. C'est-à-dire que si en 2 jours, vous avez trouvé le moyen de faire repartir la machine et de la mettre en sécurité, ça veut bien dire que vous étiez défaillant dans le cadre de votre analyse des risques préalables. Eh bien, très bien, merci pour ces précisions, cher maître. Alors, il y a peut-être une ou deux questions. Là, non, il y avait eu une question sur quelle est la portée d'une modification vis-à-vis de capteurs IoT à aimant. Donc, bon,
Non, mais un domaine J'y ai particulier, mais répondu. oui, voilà, c'est ça, vous y avez répondu. C'est si ça modifie une L'important, fonction de c'est de se sécurité. poser la question, de savoir si on a modifié à la baisse la sécurité de la machine. Allez, une autre question peut-être? Petite question, Francine Thiriot, responsable HSE chez Albéa. Bonjour Francine. Bonjour. Lors des réceptions machines, on fait contrôler par un organisme extérieur et souvent, ils nous préconisent de demander aux fabricants de fournir l'analyse de sécurité. Chut, s'il vous plaît. Donc, pardon. Et donc, les fabricants n'ont pas l'obligation de nous transmettre cette analyse de risque. Donc, ils indiquent simplement qu'on peut la consulter sur demande, mais par certains organismes. Quelle est la responsabilité de l'exploitant lorsqu'il n'arrive pas à obtenir cette analyse de sécurité, s'il vous plaît? Alors, la question est complexe. C'est-à-dire que l'exploitant n'est pas responsable de ce qu'il ne peut pas faire. Normalement, la conformité CE constitue une garantie en elle-même. À partir du moment où vous l'avez demandé et vous ne l'avez pas eu et que vous avez le tampon CE, il est compliqué de vous reprocher quoi que ce soit. D'accord. Alors effectivement, c'est aussi moi je peux intervenir sur ce sujet-là puisqu'on a de nombreux clients qui rencontrent exactement le même contexte. Réglementairement parlant, c'est effectivement bien indiqué, hein. Il n'y a pas d'obligation du fabricant de fournir l'analyse de risque qui lui a permis d'élaborer sa machine. Toutefois, contractuellement, en amont de l'achat d'une machine, c'est une mention qui peut apparaître au contrat, hein, et Albéa peut demander au fournisseur, en même temps de la machine, vous me fournirez l'analyse de risque pour pouvoir effectivement avoir une vue dessus et surtout s'assurer que cette analyse de risque soit faite parce qu'effectivement, il apparaît que un certain nombre de constructeurs de machines font pas ou peu d'analyse de risque pour construire leur machine. Alors peut-être que Mathieu Cabrera veut ajouter quelque chose, Non, là-dessus, vous avez été très mais il y clair. a Patrick Sauf- Regnault Patrick lève la main pour effectivement intervenir. Oui, oui, tout à fait. Enfin, nous, en tant que fabricant, on a régulièrement des demandes qui sont adressées comme ça par les clients, notamment les clients qui sont les plus structurés, des très gros clients qui demandent l'analyse de risque. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est que si on considère que l'équipement, il n'y a pas de, comment dire, d'avantage concurrentiel à fournir l'analyse de risque, ou de perte d'avantage concurrentiel plutôt, on fournit l'analyse de risque. Et si on considère qu'au contraire, nous, c'est une partie de notre know-how, on ne la fournit pas, par contre, on la transmet à l'organisme tiers, au bureau de contrôle. C'est-à-dire que c'est le bureau de contrôle qui s'assure que l'analyse de risque a bien été faite correctement, on a bien identifié tous les risques et qu'elle est prise en compte dans la conception de la machine. Eh ben, c'est une très bonne alternative finalement et une solution que pourra certainement exploiter Francine pour Albert. Merci. Donc, J'avais levé la main parce que je vais être obligé de vous quitter, mais il y a une question qui a été posée sur savoir est-ce qu'un opérateur peut être tenu responsable d'une mauvaise utilisation de la machine. La réponse, elle est oui. C'est-à-dire qu'en fait, dans votre politique de sécurité, vous devez tenir compte de la faute humaine comme étant un élément qui n'exonère jamais le chef d'entreprise. Et donc, la mauvaise utilisation, si elle est possible et que la machine ne se met pas en sécurité, eh bien, à ce moment-là, l'utilisateur, le chef d'entreprise utilisateur est responsable parce qu'il a mal évalué les risques et il a mal mis en œuvre ses protections. Et le fabricant peut aussi être responsable si on peut s'approcher de zones dangereuses, par exemple. Donc oui, la mauvaise utilisation de la machine, c'est une donnée d'utilisation de la machine. merci pour ces précisions, Gérard. Et puis, effectivement, je pense que tu es attendu en audience. Voilà, exactement. Donc, du Sur une autre coup, machine. À bientôt. si Et des merci à personnes tous. souhaitent continuer ou ont des questions pour plus tard, eh ben, on se fera une joie d'y répondre après ce webinaire. Merci, Gérard.
Alors, on va continuer notre tour des intervenants avec là aussi une partie très très intéressante sur le rôle du bureau de contrôle. Et le rôle du bureau de contrôle dans tout ça, hein. Alors, conseil ou censeur, c'était effectivement la petite interrogation un peu provocante. Mais on va donc avec Mathieu Cabrera déjà revoir les enjeux auxquels sont confrontés le groupe fabricant mandataire importateur et le groupe utilisateur. Donc je rappelle que Mathieu Cabrera donc, fait partie de la PAV et c'est le référent national machine pour l'ensemble de l'équipe des consultants machines qu'il anime. Merci d'être là, Mathieu. Donc voilà, sur ces enjeux. Alors, les enjeux pour le fabricant, donc il y a la nécessité de comprendre, d'appliquer les directives pour pouvoir à terme donc apposer le marquage CE. Le marquage CE, ce n'est ni plus ni moins que la finalisation, la déclaration de conformité, c'est la finalisation de la démarche. Donc, le fabricant, il doit comprendre et appliquer et respecter les exigences essentielles de santé et de sécurité qui sont définies par ces directives, notamment la directive machine. Pour l'utilisateur, l'enjeu, ça va être d'utiliser des machines conformes. On a eu un point sur les responsabilités juste avant. Donc, c'est vraiment l'important, il est là, c'est je dois mettre à disposition de mes salariés des machines qui sont conformes. Là où on l'a vu, c'est la difficulté quand on commence à modifier, où la responsabilité peut être de l'un ou de l'autre, souvent l'utilisateur malheureusement, puisqu'il faut se poser la question, est-ce que je vais rajouter de nouveaux risques ou pas? Alors très bien, alors en préparant ce webinaire, Mathieu, on s'est posé une question, enfin je t'ai posé une question. Oui. Est-ce qu'il y a souvent des gens qui se disent chic, voilà le bureau de contrôle. Ah, on va passer une sacrée journée, ça va être super sympa. Alors, malheureusement, non. Mais pourquoi? Malheureusement, Pourquoi ça non. n'arrive pas aussi souvent que ça? Alors, Pourquoi? Parce que le bureau de contrôle est souvent appelé à la fin du processus d'acquisition de la machine ou de conception de la machine. On vient, la machine elle est prête à être utilisée, prête à être expédiée, et on repart et on refait toute l'analyse de la machine au regard de la réglementation, et on relève un certain nombre de non-conformités qui nécessitent des modifications et qui coûtent cher, et soit à l'utilisateur, soit au fabricant. Ça entraîne des retards de livraison, ça entraîne des retards de mise en service. Par contre, plus tôt on intervient dans le process de conception, donc dès quasiment la réflexion, hein, ça peut être au moment où j'envisage d'acquérir une machine, au moment où j'envisage de la modifier, au moment où j'envisage de la concevoir, pour structurer les idées, pour apporter des conseils sur les normes à prendre en référence ou pas, sur des solutions techniques, sur des risques. Plus on va intervenir tôt, plus ça va se passer. Donc à la conception, pendant les phases de réalisation, pendant les phases de fabrication, faire des pré-réceptions, quand on va ça coûte beaucoup moins cher à tout le monde quand le bureau de contrôle se déplace chez le fabricant en usine et qu'on relève les points en usine que quand la machine elle commence à être installée. Pourquoi? Parce qu'en usine, on a tout ce qu'il faut à portée de main pour pouvoir faire les modifications, pour pouvoir remédier aux écarts éventuellement constatés, que lorsqu'on est chez le site client, qu'on est à 800 km de son usine, qu'on n'a pas tout le matériel. Après, on va pouvoir aussi venir lors de la mise en service et lors de l'intégration pour prendre en compte les contraintes opérationnelles, puisqu'effectivement, la machine, des fois, on la voit chez le fabricant, c'est un environnement particulier, elle est installée dans d'autres environnements, donc revenir en phase d'intégration pour lever les derniers points, et après, ça peut être d'intervenir en exploitation. Et là, c'est pour aider aussi les utilisateurs qui voudraient modifier, par exemple, une machine qui veut faire évoluer ou qui veut un état de son parc actuel, parce que la réglementation a évolué, parce que les exigences, parce que les machines, elles ont vécu aussi, il faut le dire. Elles ont eu des réparations, des modifications, et qu'il faut de nouveau être sûr de ce qu'il veut faire. Mais effectivement, plus tôt on va intervenir et mieux on est accueilli à la fin. Alors c'est vrai que c'est relativement antagoniste avec ce qui se passe dans les faits, puisque aujourd'hui, force est de constater que un bureau de contrôle est souvent appelé plutôt à la fin d'un projet. C'est ça.
Et donc, l'idée, c'est de pouvoir aujourd'hui de dire à notre communauté que voilà, le bureau de contrôle, c'est le partenaire de la conformité, parce que certes, vous avez un rôle de vérificateur. Mais oui, on a un rôle de vérificateur et on se rappelle que de ça, mais on ne fait pas que ça. Et on peut évaluer la machine sur les mises en fabrication, sur marché, installation, modification, mais on a un rôle de vérification, mais aussi un rôle de conseil et d'accompagnement. Voilà. Et ce rôle est important. Et on sait très bien que la réglementation est compliquée. Il y avait une question dans le chat qui m'a fait sourire. En tant que fabricant, existe-t-il un moyen simple de vérifier la conformité de la machine sous forme de checklist? Et malheureusement, je vais répondre à cette question en disant que non. Alors, la checklist, c'est la directive machine, sauf que la directive, elle fixe, donc vous pourriez prendre l'annexe 3 de la directive machine, enfin de l'annexe 1 de la directive 2006-42 et l'annexe 3 du futur règlement. C'est une checklist d'exigences essentielles de santé et de sécurité, donc de points que vous devez respecter sans vous donner les moyens. L'avantage d'un bureau de contrôle de nos intervenants, c'est qu'ils savent naviguer tant sur la partie réglementaire que normative que technique. Et voilà. Donc, je suis désolé pour la réponse, mais non, il n'existe pas de checklist simple. C'est ce qui fait la richesse de nos métiers. Voilà, puisque c'est effectivement, comme on l'a indiqué sur le slide, hein, déjà, il faut prendre en considération le labyrinthe des normes harmonisées, qui est quand même très, très volumineux, et donc qui nécessite un temps, on va dire, d'apprentissage, d'acquisition et de mise en pratique, qui est relativement important, et qui, en fait, caractérise l'expertise du consultant machine pour s'assurer de sa bonne conformité. Effectivement, c'est un outil, la norme est un outil, mais effectivement, en sachant que c'est plus 550 actuellement pour les machines neuves, mais si on prend les machines anciennes, il faut qu'on sache quelle norme appliquer au regard de l'historique de la machine. Alors, est-ce Donc, c'est 3, que 5. est-ce qu'on a des questions pour le représentant du jour concernant le rôle du bureau de contrôle? Au-delà de ce que tu as vu dans le chat, Mathieu? Non, pas d'autres questions? C'est la Donc, réponse que j'attendais. Bon, mais parfait. globalement, hein, le bureau de contrôle est votre meilleur ami. Il y a peut-être Philippe qui, oui, Philippe veut intervenir. Oui, volontiers. Par expérience aussi, donc on a compris, hein, l'expert machine qui vient du bureau de contrôle, c'est un profil qui est quand même élevé, de compétences élevées, hein, puisqu'il faut connaître il faut connaître la technique, il faut connaître les textes, et il faut savoir mettre tout ça en œuvre, voilà, concrètement sur le terrain, et être capable, par exemple, en voyant une machine sur le terrain, d'être capable de repérer ce qui est conforme de ce qui ne l'est pas. Donc c'est vraiment un profil élevé. Et donc, ce profil élevé, il faut, quand on est fabricant et qu'on sollicite un bureau de contrôle, il faut pouvoir aussi en tirer le plus grand profit. Cet expert machine qui vient du bureau de contrôle, c'est un sachant. Voilà. Donc, il ne faut surtout pas le voir comme un censeur, mais au contraire, l'utiliser comme un conseiller, quelqu'un qui va nous aider en tant que fabricant. Donc, à la limite, c'est presque, si je dis ça, c'est pour le confronter à ce qu'on a souvent vu, l'expert machine, il faut en faire un allié. Ce n'est pas quelqu'un qui vient vous interdire d'eux, c'est quelqu'un qui va vous aider à aller plus loin. Voilà. Je vais compléter ce Ouais, que tu dis, je Philippe, pense que c'est important de le souligner. C'est important de le souligner et il ne faut pas oublier une chose, c'est que pour mes collaborateurs, et là je vais parler pour toutes mes équipes, venir et vous dire que ça ne va pas, on sait le faire. On le fait et on le fait plutôt bien. Certains diront trop bien, mais là, ça a un côté des fois très frustrant. Parce que on peut aussi vous dire ce qu'il faut faire et se poser. Et je pense que dans mes équipes, et là je vais parler APAV, mais je peux parler pour tous les organismes de contrôle, qu'on se connaît certains, tous les intervenants
qui viendront faire de la conformité machine, si vous leur posez la question de « oui, mais qu'est-ce que je dois faire ?», ils se feront un vrai plaisir à vous répondre. Un vrai plaisir. Voilà. Et ça, le plus en amont possible, comme on l'a indiqué, comme l'a indiqué Patrick. Je crois que Patrick levait la main également, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, c'est juste pour rebondir sur ce que dit Monsieur Cabrera, c'est qu'en fait, on souhaite, nous, quand on fait vérifier nos machines par les bureaux de contrôle, avoir la continuité dans la personne qui fait ce suivi entre la phase étude, la phase, on va dire, de vérification sur notre site, puisqu'en fait, chez nous, on fait marcher les machines comme chez l'utilisateur, on va dire. Enfin, voilà, on fait ce qu'on appelle une FAT. En fait, les équipements tournent à la cadence, etc. Et donc, en fait, on veut vraiment voir la machine dans son environnement. Et puis, la dernière validation aussi qui est faite chez le client, on essaie de participer dans la mesure du possible. Ce n'est pas toujours évident en fonction de l'endroit où installer la machine, mais quand l'organisme tiers vient chez le client final, être présent pour expliquer déjà les choses qui ont été faites et comment la machine fonctionne dans l'environnement final, parce qu'elle va parfois se retrouver entre une machine et une autre machine. Si c'est une machine qui est au milieu d'un process plus global, plus complet, il y a des interactions et on souhaite être présent pour pouvoir expliquer justement comment se font les choses, les partis pris sur telle ou telle solution technique relative à la sécurité, etc. C'est vraiment, voilà, c'est du partage, entre guillemets. Effectivement, merci Patrick pour ton témoignage. Donc, on arrive effectivement au terme de ce webinaire. Donc, vous l'avez compris, la thématique de la conformité machine est à multiples facettes et elle est complexe. Nous, notre rôle, c'est de vous aider, hein, de vraiment se positionner en tant que coordinateur de conformité, comme je l'ai dit en introduction, puisque ça nous permet vraiment de pouvoir vous rendre pertinent à chaque jalon de n'importe quel projet et pour n'importe quel besoin, que ce soit réalisé par nous ou avec les partenaires qui nous entourent. Alors, comme je vous l'avais promis dans mon introduction, voici les QR codes pour les auto-évaluations. Il faut que j'aille un tout petit peu plus loin pour vous dire voilà, il y a le QR code fabricant, donc à gauche, et celui pour les utilisateurs, parce que voilà, vous n'avez pas forcément les mêmes défis et les mêmes enjeux. Donc, c'est pour ça qu'on a élaboré un petit quiz qui vous est donc particulier à chacun des participants à ce webinaire, des rôles, merci. Vous pouvez nous contacter, donc voilà, moi je suis votre point de contact avec mon téléphone, mon email. Si vous avez encore votre téléphone en main, vous pouvez suivre, comme je vous l'indiquais tout à l'heure, notre page LinkedIn avec MCO Solutions, où on poste régulièrement des articles, des retours d'expérience, des situations que l'on vit. Et donc, il vous reste à vous remercier pour votre participation. Alors, il y a peut-être une dernière question avant de conclure. On a tenu à peu près le timing. Donc, s'il n'y a pas de questions, moi, je voulais vraiment remercier Guillaume d'avoir pu organiser cet événement. Oui, Et puis, merci. je te laisse Conclure rapidement, conclure, parce que rapidement. ouais, merci à tous d'avoir participé, puis merci surtout à vous pour les échanges. On a dérapé un peu, mais c'est parce que c'est super intéressant et que je vois que vous êtes passionnés et c'est un sujet dense et sur lequel je pense qu'on peut apporter des choses aux fabricants de machines et équipements. Donc, à toute personne intéressée, n'hésitez pas à revenir vers moi ou vers Mathieu ou vers les intervenants pour en savoir plus, aller plus loin. Donc, merci encore à tous et puis je vous souhaite un bon appétit alors. Eh ben oui, Merci. À bientôt. Merci, bon appétit. Au Bonne revoir. fin de journée, au revoir et Merci. merci à l'ensemble Merci. des intervenants et des participants. Au revoir. Au revoir. Au revoir.